Alors, je crois qu'on m'entend maintenant. Ça y est, c'est parti. Si Jérémy, tu m'entends, est-ce qu'on est bien en direct sur le talk avec mes amis du jour? Bienvenue à toutes et à tous. Je pense qu'on est en direct, ça marche. Sachez que je suis à seul à bord avec la technique aujourd'hui, donc il faut être hyper sympa avec moi. J'espère que tout va bien se passer. Merci à Jérémy en coulisses de Gaming Campus de nous aider. Et bienvenue à toi, Pierre Aski, comme chaque semaine. Comment ça va? Salut Marion, bah, écoute, ça va très bien. J'ai un fond d'écran qui n'est pas très beau, mais ça va, tout va bien. Bon, super. Les drones, la guerre des nerds, comme je l'ai appelé cette semaine. Drones et conflits armés, c'est avec toi qu'on a envie d'en parler cette semaine. On l'avait déjà un petit peu débattu récemment, mais finalement, avec les actualités, avec les innovations qui ne cessent d'évoluer en fait sur cet objet volant, bah, finalement on s'aperçoit qu'il était temps de faire une émission dédiée à ces drones qui ne sont pas que des objets volants que mamie utilise le dimanche avec son petit-fils pour regarder la toiture, mais pour bien d'autres utilisations. Et on va en parler notamment avec un expert en drone que j'ai invité, un ami aussi, pour être voilà, transparente avec vous, Dan Marquez, qui va nous rejoindre après. J'avais envie, Pierre, de te faire réagir à quelques actus. On essaie d'affiner un peu hors norme, évidemment, dans cette émission avec vous qui nous écoutez. Merci d'être là. Une revue de 3 actus qui me paraissaient intéressantes. Et là, on parle moins de drones, on va y revenir tout de suite. La première de ces actus, c'est notamment Tesla. J'avais envie de parler de Tesla puisque il y a eu récemment des enquêtes ouvertes aux États-Unis, comme vous pouvez le voir dans Le Monde, après l'accident mortel d'une Tesla apparemment sans conducteur. C'est dire si Elon Musk a encore beaucoup de travail avec ses équipes, et on le salue bien sûr, mais finalement la voiture autonome rencontre encore pas mal de difficultés. Un petit mot là-dessus, Pierre, qu'est-ce que ça t'inspire? D'abord que, apparemment pour Elon Musk, il est plus facile d'aller dans l'espace que de faire rouler ses voitures autonomes. Et on l'espère en tout cas pour Thomas Pesquet, qui part demain avec une fusée d'Elon Musk, de SpaceX. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment d'euphorie autour de la voiture autonome et qu'on en est un peu revenu, que c'est un long processus. Je pense qu'il y a des difficultés qui sont logiques, qui sont naturelles, c'est quand même quelque chose d'une complexité incroyable, et que des informations comme celle-là vont être assez courantes, elles sont très négatives pour l'image de Tesla. Il y a eu une autre info négative pour Tesla cette semaine, c'était en Chine, parce que il y a le salon de l'auto de Shanghai qui a lieu en ce moment, et il y a une femme qui est montée sur l'une des voitures qui était exposée, qui s'est hurlé que Tesla était une arnaque, qu'elle avait eu un accident à cause des freins qui n'avaient pas marché. Et Tesla a essayé de se défendre, et devant l'ampleur du phénomène, ils ont préféré s'excuser. Donc voilà, c'est une mauvaise semaine de relations publiques pour Tesla. Exactement. Deuxième actu, Pierre, qu'on va commenter rapidement ensemble avant de parler des drones. C'est tout simplement Nvidia. Vous savez qu'on adore les semi-conducteurs avec Pierre, hein, on en mange tous les jours, on ne rêve que de semi-conducteurs. Évidemment, pourquoi? Vous le savez, ceux qui nous suivent, vous êtes assez techniques, je le sais. C'est le nerf de la guerre, là aussi. Les semi-conducteurs, c'est un petit peu comme l'eau ou l'électricité. Pas de semi-conducteurs, pas d'informatique, pas de 5G, pas de gaming sans semi-conducteurs. Et là, il y a de l'actu aussi, puisque 2 actus m'ont interpellée. La première, c'est Londres ouvre une enquête sur le rachat d'ARM. Vous savez qu'ARM est un des leaders mondiaux des semi-conducteurs rachetés par l'américain Nvidia. Ça, c'est le premier temps fort, c'est-à-dire en gros une forme de petit blocage, de petit Brexit dans les semi-conducteurs. Et puis une récente entrée en bourse qui va faire du tonnerre à Londres aussi. C'est Alphaware, qui est aussi un acteur canadien cette fois, qui va peser plusieurs milliards probablement après son entrée en bourse d'ici quelques jours. Une petite réaction sur les semi-conducteurs. Je sais, Pierre, tu adores aussi les semi-conducteurs. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que tu disais tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre. On dit, le cliché, c'est qu'on dit que c'est le pétrole du XXe siècle. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et on le voit aujourd'hui avec les problèmes pour les chaînes de production automobiles, qui sont de plus en plus impactés par la pénurie de semi-conducteurs. Et je pense qu'on pourrait y rajouter une demi-douzaine d'informations qui sont tombées au cours des dernières 48 heures,
que ce soit le TSMC à Taïwan qui rajoute quelques milliards pour accroître sa production, etc. On voit qu'on est dans un secteur qui est à flux tendu, qui attire aujourd'hui des investissements absolument colossaux, et dans lequel il y a évidemment, dans l'affaire ARM Nvidia, il y a une dimension aussi géopolitique, c'est-à-dire est-ce que les États-Unis vont être le maître absolu du secteur côté occidental? Je sais qu'en Europe, en tout cas, cette absorption n'était pas très bien vécue. Exactement. Troisième et dernière actu, avant de passer au drone avec notre invité Daniel Marquez, eh bien, c'est toujours parlons Big Tech, évidemment. Ils font peur, les Big Tech, les GAFA aujourd'hui, et peur au plus haut niveau, puisque sept membres du camp républicain ont demandé, en gros, comme vous pouvez le voir dans aujourd'hui un article du New York Times que je vous invite à regarder, c'est en gros un pledge, c'est-à-dire une sorte de plainte, d'appel finalement à arrêter, à stopper les financements, quels qu'ils soient, de la part des major tech aujourd'hui aux États-Unis. Les avocats s'en mêlent. Ils vont même plus loin parce qu'ils s'engagent à ne pas prendre l'argent des big tech. C'est un signal très intéressant parce que ça veut dire aujourd'hui que la connivence ou la proximité avec les grandes sociétés de technologie devient presque suspecte dans certains milieux politiques, et les élus du Congrès américain doivent prouver leur décision de manière indépendante par rapport aux autres. C'est un vrai tournant. C'est un vrai tournant, et on ne cessera d'en parler. Vous savez qu'on a fait une émission que je relancerai en replay et qui est toujours en replay, je crois, évidemment, sur notre chaîne hors norme, sur les relations je t'aime moi non plus entre les États et justement les big tech. Je parle évidemment des États-Unis, mais aussi de la Chine. On l'aborde très souvent avec Pierre. Alors parlons des drones. Et j'aimerais, avant de te lancer, Pierre, pour que tu nous racontes ton histoire sur les drones et les conflits armés que tu connais bien. Laisse-moi juste présenter Daniel Marquez. Coucou Dan, comment vas-tu? Bonjour. Alors, ravi de te retrouver. Je te dis tu, Dan, parce qu'on s'est connus chez Club Internet. La Mafia Club Internet, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Depuis, alors tu es occupé beaucoup de jobs en France, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis. Si on t'invite aujourd'hui, Dan, toi tu es entrepreneur, tu as lancé pas mal de startups, dont une dans les drones justement. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter et d'en parler aujourd'hui avec nous, avec Pierre, sur les drones militaires, les drones de surveillance et cette récente histoire, plus ou moins récente, tu vas nous le dire, de ce qu'est aujourd'hui cet objet identifié ou non, mais c'est voilà, tu en es le spécialiste. Si tu veux bien, Dan, on va lancer un petit peu les choses avec Pierre sur les drones. Je disais en titre, les drones, aujourd'hui s'infiltrent dans les conflits armés sur le terrain de la guerre. Pourquoi tu voulais aussi en parler, toi, Pierre, aujourd'hui avec nous? Alors, depuis qu'on fait cette rubrique, on essaye de croiser la technologie et la géopolitique et de voir dans quelle mesure l'un influence l'autre et réciproquement. Et il y a des coins comme ça, des morceaux, des bouts de rencontres entre les deux domaines qui sont extrêmement importants. Et je pense que les drones sont aujourd'hui pile à cet endroit-là. C'est-à-dire que le drone, c'est pas nouveau. Ça fait des décennies qu'on parle de drone. J'ai même retrouvé, je ne savais pas d'ailleurs, on fait remonter la trace des drones à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a des expériences, en tout cas, qui ont été menées il y a très très longtemps. Et jusqu'à une date assez récente, les drones étaient utilisés beaucoup par les Américains depuis 20 ans, on le sait. Ils ont mené énormément d'actions très lointaines en Afghanistan, au Yémen, sur des théâtres d'opérations dans le cadre de leur lutte antiterroriste. Mais il y a eu un changement radical, non pas de technologie, même si la technologie ne cesse de s'améliorer, mais un changement stratégique. C'est-à-dire que le drone était considéré il y a quelque temps encore comme un appoint, comme un outil complémentaire par les armées du monde entier, et principalement par les plus grandes, comme les États-Unis ou la Chine, puisque c'était ces deux pays qui étaient à l'origine les premiers
gros producteurs de drones de certaines dimensions, les Israéliens avec une technologie très avancée aussi. Et tout d'un coup, on voit apparaître sur des théâtres de guerre non seulement une nouvelle génération de drones, mais surtout un nouvel usage des drones. Et ce sont les Turcs qui sont aujourd'hui au cœur de ce changement de paradigme d'une certaine manière. Les Turcs, et ça c'est intéressant parce que tout d'un coup on voit qu'un pays qui n'est pas dans le premier groupe des grands producteurs d'armement ou même d'avions ou de missiles, etc. au monde, mais qui a pu développer une place de choix dans l'univers des drones militaires. Et la Turquie a introduit un usage des drones qui est assez phénoménal, puisque sur plusieurs théâtres, que ce soit le nord de la Syrie, la Libye et plus récemment l'Azerbaïdjan dans sa guerre avec l'Arménie à l'automne dernier, a utilisé le drone comme élément central de sa stratégie militaire et non pas comme élément d'appoint, et a changé la donne. Et la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, tous les analystes militaires dans le monde entier sont penchés sur ce conflit en estimant qu'il y avait eu un game changer, comme on dit, c'est-à-dire un élément qui avait changé la règle du jeu de la stratégie militaire. Et on avait face à face une armée du XXe siècle qui est celle de l'Arménie, à base de chars lourds soviétiques et de pièces d'artillerie, etc. Et de l'autre côté, une armée du XXIe siècle dotée de drones et à plusieurs usages. C'est-à-dire que les Azerbaïdjanais ont utilisé des tactiques extrêmement novatrices. Certaines avaient déjà été testées par les Israéliens au Liban. C'est qu'ils envoyaient, ils ont reconverti des vieux avions de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont transformés en avions sans pilote, donc des avions qui ne coûtent rien ou qui, en tout cas, ne peuvent être perdus sans problème, et ils les ont envoyés vers les positions arméniennes. Et ces avions ont déclenché les radars de la défense antiaérienne de l'Arménie. Et à ce moment-là, lorsque un radar est calé sur un avion, il donne sa position, et à ce moment-là, les Azerbaïdjanais ont envoyé des drones, ce qu'on appelle des drones kamikazes, qui sont allés détruire les défenses antiaériennes azerbaïdjanaises. Ils ont refait la même chose sur des chars, et donc ils ont pris un avantage qualitatif dans cet affrontement grâce à un usage multiforme du drone, surveillance, leurre ou drone de bombardement ou drone kamikaze. Donc ça a été, et c'est ce qui leur a permis, la ministre allemande de la Défense a fait une déclaration l'autre jour où elle faisait une revue stratégique du monde, et elle disait ça a été la première guerre des drones de l'histoire de la guerre moderne, et ça oblige toutes les armées du monde entier à se poser la question stratégique. Et là aujourd'hui, juste aujourd'hui, il y a eu une information qui est absolument le reflet de ce changement de paradigme, c'est qu'il se trouve qu'il y a 2 ans, la Turquie a signé un contrat avec l'Ukraine pour lui vendre 12 de son drone vedette, pour employer un terme de marketing, qui est celui qui a été à l'œuvre aussi bien en Libye que contre l'Arménie. Et à l'époque, personne n'avait réagi. Et là, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des tensions très fortes entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie a dit aujourd'hui que si la Turquie livre ses drones à l'Ukraine, ça serait, en gros, ils reverraient toute leur relation avec la Turquie. Donc, tout d'un coup, ce contrat d'il y a 2 ans a changé de nature, c'est-à-dire que la Russie réalise aujourd'hui que ce contrat qui a été suivi de l'achat de 48 drones supplémentaires est devenu un élément qui inquiète les stratèges russes, qui avaient un avantage colossal sur l'armée ukrainienne jusqu'à présent, et qui tout d'un coup craignent de perdre cet ascendant si ces drones qui ont fait leurs preuves sur d'autres fronts sont intégrés dans l'armée ukrainienne. Donc c'est intéressant de voir comment non seulement cet drone produit par un pays
qui n'est pas du premier rang des producteurs d'armes, donc à un coût bien inférieur, et deuxièmement, dont l'usage a été à transformer des conflits, est aujourd'hui au centre de toutes ces réflexions. Un petit mot sur la Turquie qui est assez drôle d'une certaine manière, c'est que l'entreprise qui construit ces drones s'appelle Bayraktar, et Monsieur Bayraktar, père, qui a fondé cette entreprise, c'était une entreprise de mécanique à l'origine, qui s'est transformée en entreprise de drones, et c'est son fils qui a fait cette transformation, lequel fils, ancien du MIT américain, a épousé la fille du président Erdogan. Donc on est là dans le cœur du pouvoir turc, et tout d'un coup, cette arme a changé la donne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à travers le monde aujourd'hui, il y a une prolifération du type de drone. Je lisais qu'il y a, je crois, quelque chose comme 171 modèles différents, et je pense qu'il y en a, depuis que j'ai lu ça, il y en a sûrement plus, parce que beaucoup de gens produisent aujourd'hui des drones. 171 modèles qui vont, comme j'ai dit, de la surveillance au drone qu'on connaît le plus, peut-être celui qui peut tirer un missile, ou le drone kamikaze qu'on appelle plus scientifiquement les munitions rôdeuses, et qui il y en a un notamment, j'ai vu une photo qui m'a beaucoup surpris parce que j'avais jamais vu ça, qui est produit, je crois, par les Israéliens, qui est lancé par une catapulte montée sur un véhicule, lequel véhicule est équipé de toute l'électronique qu'il faut pour piloter le drone. Il pèse 11 kg, dont 2,5 kg de charge explosive. Il peut aller jusqu'à 100 km en étant piloté guidé sur une tablette, et il a une endurance de 2h30. Et une fois qu'il a repéré sa cible, il va exploser dessus comme un kamikaze de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un type d'arme d'usage léger, de prix bien inférieur à ce qu'on faisait autrefois, sans mettre en péril la vie d'un pilote ou d'un équipage, et qui sont aujourd'hui à prendre en considération dans tous les conflits modernes. Un dernier petit mot aussi, les Russes ont rendu public cette semaine, justement dans le cadre de ces tensions avec l'Ukraine et de l'apparition de ces drones turcs, une vidéo dans laquelle ils montrent un exercice de drone anti-drone, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre au point, et je pense que tout le monde à travers le monde essaye de trouver la parade à ces drones, mais en tout cas ils mettent au point un drone qui va repérer les drones ennemis bien en amont, donc avant qu'ils arrivent sur cible, et va se jeter sur eux et les détruire de cette manière. Donc les Russes ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas totalement dépourvus par rapport à ce qu'affichent les Turcs. C'est quelque chose d'assez étonnant, et les Européens, je dois le dire, ont raté cet avion ou ce décollage-là. Pour l'instant, il n'y a que la Pologne qui a une place qui existe réellement sur cette planète des drones. Le reste de l'Europe, il y a des projets en cours, il y a un projet franco-britannique, il y a un projet d'Airbus, etc., qui sont en cours de développement, mais qui sont loin du compte encore. Et pour l'instant, on a la liste des pays qui produisent ces drones de combat ou ces drones militaires. C'est à la fois les usual suspects, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, Israël, donc maintenant la Turquie, l'Iran, etc. Mais il y a une vraie démocratisation, puisque l'usage de la transformation d'un drone civil en drone militaire, voilà, il y a un usage dual qui est tout à fait possible. On a vu d'ailleurs les talibans en Afghanistan utiliser des drones civils bourrés d'explosifs et détruire un hélicoptère sur un aéroport. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez troublant, parce que c'est un champ nouveau
de la conflictualité auxquelles on n'est pas sûr d'avoir toutes les réponses. Je sais par exemple la sécurité française aujourd'hui travaille énormément en vue des Jeux Olympiques de 2024 sur la protection de Paris contre l'usage de drones par des mouvements terroristes qui voudraient perturber le déroulement des Jeux. L'année dernière, il y a 2 ans plutôt maintenant, lorsqu'il y a eu le G7 à Biarritz, il y a eu un périmètre fermé aux drones qui a été monté de manière à la fois électronique et par la défense française. Donc il y a un enjeu aujourd'hui permanent dans toutes les situations, et en particulier que ce soit par rapport à des guerres plus classiques comme Azerbaïdjan-Arménie, ou par rapport à la question terroriste autour de l'irruption du drone dans le paysage. Je vais m'arrêter là parce que j'aimerais bien d'abord avoir la réaction de Dan, et puis qu'on discute un petit peu plus dans le détail. Oui, Dan, merci Pierre. Évidemment, on échange ensemble, on pose les questions, évidemment, comme tu le souhaites aussi. Et posez-nous vos questions dans le chat, bien sûr, pour ceux qui sont avec nous. Et il y a des gens avec nous, je le vois sur le chat. Dan, je disais que tu avais lancé une start-up il y a quelques années depuis New York. C'était Skydome, je crois, il me semble. Skydome, voilà, pardon. Pourquoi tu as lancé, pourquoi tu t'es mis dans le drone à cette période-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Et surtout, qu'est-ce que tu produisais sur cette start-up? Alors, en fait, la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette industrie, j'ai toujours été fasciné par la sécurité, et en particulier par la sécurité aérienne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de vraie solution, il n'y avait pas de solution efficace de détection et d'interception de drones. C'est un des grands challenges aujourd'hui dans cette industrie, c'est qu'on se retrouve avec des appareils qui vont d'un coût de 500 € jusqu'à quelques millions d'euros pour les appareils militaires, avec très très peu de capacité aujourd'hui dans le monde pour intercepter ce type d'appareil. Donc, je suis désolé, il y a un petit peu d'écho. Il y a un petit peu d'écho de ton côté. Dis-nous non, moi ça va. Voilà. Donc je suis parti sur cette et réfléchi un petit peu aux différents challenges qui existaient et comment on pouvait faire pour arriver à arrêter un drone. Aujourd'hui, le challenge principal avec ces drones, quand on parle de système civil, on ne parle pas encore de militaire, dans le système civil, on a les aéroports, on a les prisons, on a les événements publics, donc les stades par exemple, on a les installations critiques, on a les infrastructures critiques, on a les centrales nucléaires, tous ces endroits-là, tous ces sites, on ne peut pas les protéger contre des petits drones. Des petits drones qui vont coûter entre 500 € jusqu'à à peu près 10-15 000 €. Et donc, je suis parti sur une solution qui permettait d'intercepter ce type d'appareil. Voilà. Alors, comment tu m'entends toujours, Dan? Est-ce que la connexion est bonne? Oui. Oui. Ouais. Alors, j'allais dire, au regard de tout ce qu'a développé Pierre sur ses constats, les différentes actualités, on parlait justement de l'Azerbaïdjan, ces conflits ou ces conflits ailleurs dans le monde, et les liens avec la Turquie, dont on est surpris qu'aujourd'hui ils soient finalement des producteurs de drones ultra innovants. Comment tu vois aujourd'hui l'époque dans laquelle on est avec ces innovations dans les drones? Est-ce que tu y vois un tournant dans l'ultra spécialisation, peut-être la miniaturisation? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton regard là-dessus? Dans le secteur militaire, il y a, à ma connaissance, 2 grands types de drones. On a les gros drones de type Reaper, Predator,
les drones chinois, les drones turcs et autres, qui sont des appareils qui sont très coûteux, mais où les infrastructures sont très coûteuses à mettre en place. Généralement, comme Pierre l'a très bien décrit, ils sont utilisés comme leurre, ils sont utilisés pour le ciblage, ils sont utilisés pour l'attaque et la surveillance. L'évolution a été relativement lente jusqu'à il y a à peu près 10 ans. Et depuis 10 ans, on a commencé à avoir un changement très accéléré vers un petit peu plus de médiatisation, vers un système plus furtif et une réduction des coûts de l'appareil lui-même. Je pense que l'utilisation à terme, ce sera effectivement beaucoup de... J'ai des échos un petit peu distrayants. Ce sera effectivement ça. Ce sera une utilisation très différente des combats habituels avec ces appareils. Ce pas des appareils très agiles. On ne remplacera pas un avion de combat. On pourra utiliser ça effectivement pour pouvoir, comme un leurre par exemple, comme ça a été le cas dans la guerre d'Azerbaïdjan. Je pense qu'effectivement, les réductions de coûts permettront d'utiliser de plus en plus ce type d'appareil. Je pense qu'aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est de plus en plus d'intelligence embarquée dans les drones. Et on arrivera à terme à avoir des appareils qui sont, et à terme, je pense dans 5 à 10 ans, commencer à avoir des appareils qui sont de plus en plus autonomes, voire complètement autonomes. Pierre, tu voulais poser une question? L'avantage de la miniaturisation également, c'est que ça permet d'avoir des appareils qui peuvent rester de plus longtemps. Donc, voilà. Aujourd'hui, on fait à peu près 40 heures avec entre 40 et 120 heures sur des drones militaires. On pourrait imaginer des drones qui peuvent rester en l'air indéfiniment, assez bientôt. Donc, ça pourrait arriver assez rapidement. Oui, Pierre, je t'en prie, tu voulais peut-être réagir. Je voulais en fait illustrer un peu ce que vient de dire Dan, c'est-à-dire qu'on a effectivement une amplitude énorme entre des petits drones à quelques milliers ou quelques centaines ou quelques milliers d'euros et d'énormes machines. Il y a eu en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un moment très tendu entre les États-Unis et l'Iran, parce que l'Iran a abattu un drone de surveillance américain qui s'appelle Global Hawk. Le Global Hawk est un drone énorme, bourré d'électronique, et qui est une sorte d'espion volant, etc. Il coûte 130 millions de dollars. C'est beaucoup quand même pour se faire détruire comme ça. Et donc les Iraniens avaient réussi à le détruire, et Trump avait menacé de bombarder l'Iran, et il a annulé l'opération en disant que c'est intéressant parce que ça a une influence sur les comportements des dirigeants et sur la manière dont sont gérées les guerres. Trump a dit que les militaires lui avaient dit que les bombardements qu'il allait faire environ 50 morts dans les troupes iraniennes, puisqu'ils allaient bombarder des bases de l'armée iranienne. Et Trump a expliqué à la télévision, je me suis dit, mais eux, ils nous ont abattu un morceau de ferraille et d'électronique, ils n'ont pas fait de mort, est-ce que je vais faire 50 morts pour me venger? Et là, on est dans une sorte de loi du talion version trumpienne et moderne. C'est que Trump a décidé d'annuler l'opération parce qu'il n'y avait pas eu de mort du côté américain. Et donc, cette idée du drone qui est désincarné d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas de pilote, donc pas de victime quand on l'abat, change quand même le rapport à la guerre. Là, c'est 130 millions de dollars, mais c'est de la ferraille et de l'électronique, et pas des boys du Texas ou du Minnesota. Et ça change beaucoup de choses. La deuxième chose que je voulais raconter, c'est si il y a un podcast formidable
en français qui s'appelle le collimateur, qui est produit par l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche de l'école militaire en France. Et le début mars, il y a eu un épisode du collimateur avec un pilote de drone français qui raconte dans le détail, pendant presque une heure, une opération au Mali, puisque la France a acheté sur étagère des drones américains, des Reaper, je crois, et les a introduits sur le théâtre du Sahel. Et ce pilote raconte de manière très détaillée et très intéressante, lui c'est un ancien pilote de chasse, donc qui a été reconverti en pilote de drone, et il raconte comment ils opèrent. Ils sont 4, c'est des unités de 4 personnes, parce qu'il y en a un qui surveille les images vidéo, un autre qui croise les données qui sont recueillies par le drone, le troisième qui fait la coordination avec les données extérieures produites par l'état-major, etc., et le pilote lui-même. Et il y a un commandant de cette unité. Et il raconte une opération donc, qui s'est produite la première semaine où il était déployé, où il repère une moto dans le désert, à un endroit où il n'y a pas normalement beaucoup de passages, etc. Et donc ils suivent la moto pendant un moment en se disant, oui, ils sont alertés par le fait qu'elle se dirige vers une position française, qui est assez loin, mais malgré tout. Et donc à un moment, la moto va vers un village, elle s'arrête et elle récupère des choses qu'ils n'arrivent pas à identifier dans une case et charge ça sur la moto. Donc ils sont intrigués, ils continuent à la suivre et à un moment, la moto a un accident, elle roule et tout d'un coup, ils découvrent des armes, enfin ils arrivent à identifier sur les vidéos du drone des armes et donc le quartier général leur donne l'autorisation de tirer et de détruire la moto et ses 2 occupants. Donc c'est incroyable parce que ça dure des heures. C'est une sorte de track à plusieurs milliers de mètres ou centaines de mètres ou milliers, je ne sais pas à quelle altitude ils sont de hauteur, suffisamment haut, j'imagine, pour ne pas être repéré par la moto elle-même. Et à un moment, lorsqu'ils ont une certitude suffisamment grande que la cible est vraiment militaire, qu'il n'y a pas de victime collatérale à côté, ils ordonnent le feu. Et c'est décrit par ce pilote d'une manière incroyable, et c'est, je trouve, un peu plus juste, évidemment, que le film Kill Bill, qui était une fiction qui se voulait aussi distrayante, mais qui était déjà très intéressant sur la solitude du pilote de drone dans sa case dans l'Arizona, mais dans sa box, dans son conteneur. Voilà, c'est très intéressant. Donc, le collimateur, c'est un podcast que je vous recommande. Je crois que c'était le 3 mars. Le collimateur. J'ai une question qui nous arrive pour tous les deux, Dan autant que Pierre. Je lis pas les logins parce que ça me rappelle IRC, ils sont imprononçables, mais ça fait rigoler. Bonjour, est-ce que, à votre connaissance, l'espace aérien de la Corée du Nord a-t-il déjà été pénétré par l'un de ses opposants? Possède-t-il des technologies capables de descendre des dernières générations de drones chasseurs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez quelque chose sur la Corée du Nord, justement? Alors, l'espace aérien de la Corée du Nord est régulièrement pénétré, non pas par des drones, mais par des ballons. Ce sont les dissidents nord-coréens ou ceux qui les aident en Corée du Sud qui envoient des messages, des clés USB, des choses vers la Corée du Nord dans l'espoir que ça tombe entre les mains de gens qui seront intéressés. Donc c'est une manière de faire de l'agit-prop par les airs, mais évidemment là on est dans une autre catégorie de choses. Non, je sais que les Sud-Coréens travaillent beaucoup sur les drones. Ils sont assez pointus dans ce domaine parce qu'ils ont cette crainte que justement la Corée du Nord les surprenne un jour par des attaques de drones et acquiert non pas tant la supériorité nucléaire parce que là c'est un casus belli mondial,
mais qui les attaquent par des drones, qui là seraient beaucoup plus dangereux parce que justement, étant conventionnels, ne seraient pas soumis aux mêmes représailles, etc. Et donc il y a la question drone, elle est très présente, en tout cas en Corée du Sud, par rapport au Nord, parce que je pense qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop ce qu'ils maîtrisent. Ils ont beaucoup plus travaillé sur le balistique, ils ont fait des tests, etc., parce que leur but, c'était de faire peur et donc d'entrer en négociation, en tout cas d'avoir une sorte de deterrence, de système de dissuasion par rapport au Japon ou par rapport aux États-Unis. Donc pour ça, il fallait montrer qu'on pouvait faire mal. Donc depuis des années, ils travaillent sur les missiles balistiques, donc susceptibles éventuellement de porter ou pas une charge nucléaire, et susceptibles de toucher soit le sol du Japon, soit ce qu'ils peuvent toucher d'Américains de plus proche, c'est Hawaï. Et donc, c'est ce qui, aujourd'hui, leur donne cette force de dissuasion dans la mesure où ils peuvent faire mal. Mais le balistique, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout la même chose que le drone. Donc, non, j'ai pas de réponse plus précise et je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment parce qu'il y a un secret absolu. Oui, c'est ça. Tu confirmes, Dan, il y a un secret défense absolu notamment sur cette région de la Corée du Nord. Oui, et puis je ne suis pas du tout un spécialiste sur cette région. Par contre, juste pour reprendre un petit peu, un des grands challenges aujourd'hui, c'est justement la difficulté d'intercepter des petits drones quand ils sont en groupe, par exemple. Déjà, un drone unique, c'est quelque chose d'assez complexe, mais des petits drones, s'ils étaient envoyés pour survoler en Corée du Nord, la Corée du Nord, aurait du mal à les détecter et 2 aurait beaucoup de mal à les intercepter. Donc, et Dan, qui aujourd'hui est vraiment à la pointe de l'innovation dans les drones? Alors je sais, on a compris maintenant qu'il y avait des typologies de drones qui coûtaient plus ou moins cher selon leur taille, selon leur intelligence embarquée, etc. Mais je sais que Israël est très à la pointe sur les drones. Est-ce que c'est ce territoire-là, par exemple, dont on parle beaucoup dans l'univers drone? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça dépend des types de drones. Je pense qu'Israël a toute une gamme de drones, depuis les micro-drones. Il y a on parle de drones qui font quelques centimètres avec une faible autonomie, mais qui sont capables d'aller de la surveillance, jusqu'à des drones militaires de la taille pratiquement la taille d'un Reaper. Donc je pense que c'est surtout ils ont une expertise dans la partie conception d'appareils. Ils ont aussi une expertise dans la partie logicielle, ils ont une expertise dans la partie infrastructure. Donc je pense que c'est effectivement un des plus innovants aujourd'hui, un des pays les plus innovants. Les États-Unis ont tendance à faire beaucoup plus dans le drone militaire. Les gros drones sont très innovants, mais surtout sur ce type de drone-là. Pierre, je sais que... Oui. Je pense que la Chine, de ce qu'on en sait... J'allais parler de la Chine et notamment de la capacité de la Chine à faire voler des essaims de drones. Alors, les Chinois sont devenus les rois des démonstrations civiles, ludiques et féeriques. Je crois qu'ils ont fait voler jusqu'à 120 drones ensemble à faire un balai aérien lumineux la nuit, etc. Mais on sait aussi que les essaims de drones sont une stratégie militaire qui est tout à fait terrifiante et envisagée. Et là, on passe à la dimension suivante qui est l'arme autonome. Parce que si vous avez des drones... moi, j'ai fait référence une fois dans notre conversation, Marion, à un livre américain qui s'appelait The Army of No One.
qui était écrit par un consultant de défense aux États-Unis sur l'innovation dans les techniques de défense. Et il parle à un moment de ces drones en essaim qui, dotés d'intelligence artificielle, se voient attribuer une cible, mais ensuite décident entre eux, de manière autonome, de la manière d'y arriver, parce qu'ils adaptent leur stratégie et donc leur coordination. On parle de dizaines de drones qui volent ensemble en fonction des capacités de défense qu'ils rencontrent en face. Et donc là, on est dans un changement de paradigme. Je ne suis pas sûr qu'on en soit déjà là, et pour l'instant, personne n'a d'armes autonomes. Aucune armée au monde ne revendique d'armes autonomes, et il y a beaucoup de discussions sur le fait de les interdire, parce qu'il y a notamment sur la décision de tirer ou de tuer qui serait déléguée à une intelligence artificielle et qui serait voilà, un changement de paradigme terrifiant. Mais en tout cas, sur la capacité de voler ensemble, de définir ensemble la manière d'arriver à un objectif, ça c'est quelque chose visiblement sur lequel beaucoup de gens travaillent, et je crois que les Chinois sont assez avancés là-dessus. Chers amis, si vous avez des questions dans le chat... Le MIT. Oui, Dan, on attend les questions et je te laisse réagir. Le MIT travaille justement sur ce type d'essaim de drones depuis très longtemps. Ils ont fait plusieurs démonstrations de lâcher de drones en fait par avion. Et donc ils lancent une palette de drones qui font à peu près la taille d'une brique et qui se séparent et volent en vol coordonné. D'accord. Il y a une vidéo très célèbre d'ailleurs qui reprend ces images dont tu parles, Dan, qui a été produite par la campagne contre les armes autonomes et qui reprend les images de ces essaims de mini-drones lâchés par un avion en vol. Et il y a quelque chose d'assez effrayant. Il y a une sorte d'invasion de criquets pèlerins sur un champ de maïs, quoi. C'est assez terrifiant. C'est pas très rassurant tout ça. C'est pas très rassurant sur l'arme autonome. Mais derrière tout ça, chers amis, on parle d'innovation et de sophistication finalement de la guerre, parce que le drone amène ça, une sophistication de la guerre, malheureusement. Quid, je me pose la question des règles internationales. Alors, il y en a peu, Pierre, tu ne vas pas me contredire. La presse en est souvent la cible, malheureusement. Mais est-ce que les États vont devoir se mettre d'accord, entre guillemets, sur des codes, comme il y a pu avoir par le passé, sur l'utilisation ou non de ces essaims de drones, sur des IA qui seraient capables de tuer beaucoup plus facilement qu'avant? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir, essayer de savoir auprès de vous. Comment les États vont finalement s'entendre pour éviter que les drones puissent faire dérailler un conflit qui aurait pu peut-être se régler à l'amiable? En fait, on est au stade aujourd'hui où des pans entiers de forme de conflictualité ne sont pas couverts par les lois de la guerre. Il y a des lois, effectivement, ou des traités, ou des conventions. Par exemple, l'une des dernières qui a été faite, c'était aux Nations Unies, les mines antipersonnelles, par exemple, ont été interdites. Il y a eu une bataille pendant très très longtemps, des années et des années. Finalement, ça a été interdit par les Nations Unies, et les gens sont censés détruire leur stock. On sait très bien que les armes chimiques qui sont interdites depuis la Première Guerre mondiale, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, continuent à être utilisées. Parfois, on l'a vu en Syrie. Donc, c'est pas parce qu'il y a des interdits ou des traités que c'est respecté, mais en tout cas, il y en a sur un certain nombre de domaines. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des domaines comme les drones, comme l'espace, par exemple. Il y a quasiment aucune règle dans l'espace, qui sont des champs de droit de la guerre à construire. Et le problème de ça, c'est que pour arriver à construire des règles, il faut pouvoir se parler et s'entendre et trouver un intérêt commun à fixer ces règles. Et on n'est pas dans un climat aujourd'hui qui le permet véritablement. On voit mal
les Américains et les Chinois s'asseoir à une table en disant bon, ben, comment on fait pour limiter la portée de nos armes. On en est très très loin. Donc, c'est une des grandes failles aujourd'hui dans la nouvelle configuration dans laquelle on est. On voit bien que la technologie est en train de transformer les règles de la guerre. Là, on parlait, je lisais aujourd'hui un article sur un satellite russe qui serait capable de sortir un bras, et donc quand il frôle un autre satellite, il peut le détruire d'un coup de pichenette comme ça. Voilà. Et on se souvient qu'il y a 2 ans, la France avait dénoncé un satellite russe qui s'était approché trop près d'un satellite de communication de l'armée française. Donc voilà, tout ça, ça fait partie c'est hors champ des conventions, des traités, des règles, etc. Enfin, peut-être que Dan a des précisions, mais je n'ai pas le sentiment qu'on négocie. Il y a des groupes qui négocient sur les armes autonomes, etc., mais qui tournent en rond depuis des années. En gros, les seuls qui ont un intérêt à faire avancer ces négociations, c'est ceux qui n'en produisent pas, ou qui en seront les victimes. Mais ceux qui sont aujourd'hui à la pointe de l'innovation, qui ont le sentiment qu'en allant un peu plus loin dans l'innovation, ils auront un ascendant sur les puissances rivales, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à baisser la garde et à accepter des règles qui figeraient le champ d'expérimentation actuel. Je pense qu'on a aussi beaucoup je dirais de batailles éthiques qui passent dans les pays chez lesquels ça a un impact, chez lesquels la population peut donner son avis. Maintenant, dans des pays comme la Chine ou la Russie, par exemple, on va avoir des guerres de l'ombre avec des groupes d'États de hackers qui peuvent utiliser des infrastructures de véhicules autonomes, par exemple, et les transformer en appareils de combat. Donc, ils peuvent attaquer des drones, et ça se fait apparemment assez régulièrement, hacker des drones d'autres puissances et les réutiliser pour eux-mêmes. L'Iran faisait ça, l'Ukraine a fait ça avec les drones russes, c'est quelque chose de courant. Alors justement, je rebondis, Dan, parce que ça fait partie de 2 questions qui viennent de nous arriver. Est-ce que les drones civils se contrôlent via des fréquences civiles Pardon, je relis la question qui est mal posée. Est-ce que le fait que les drones civils se contrôlent via des fréquences civiles les rend indétectables? Question de Aymar de Proverville. Qu'on salue. Tout drone qui utilise un système de fréquence radio est détectable à partir du moment où il émet quelque chose. Les drones militaires, de la même manière, ils utilisent des fréquences qui sont différentes, mais ils sont quand même détectables. Le danger, ce sont des drones un peu fantômes, des drones qui utilisent des systèmes autonomes où il n'y a absolument aucune communication radio. Alors justement, comme je m'intéresse beaucoup au protocole radio, pour ceux qui le savent un peu par le passé. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, avec la naissance de nouveaux protocoles de communication, on peut imaginer que des drones n'utilisent pas les fréquences habituelles et utilisent des nouveaux protocoles, là encore, de communication sur des fréquences à haute fréquence ou à basse fréquence, si c'est possible? Sur les modèles civils, l'inconvénient, c'est que les fréquences sont réservées. On a des plages de fréquences qui sont autorisées et qui peuvent être utilisées. Le protocole permet de sécuriser la communication sur cette fréquence, mais la fréquence elle-même, c'est des fréquences ouvertes. Donc, Une question pour toi, Pierre, si tu veux bien. Qu'est-ce qui a subitement poussé la Russie à rétracter leur déploiement militaire aux frontières de l'Ukraine? Par ailleurs, quel est l'avancement techno de la Russie en matière de drones, si tu le sais? Pardon. J'ai pas de réponse à la première question parce que ça a pris tout le monde par surprise aujourd'hui, l'annonce du retrait des troupes russes, dont il faudra vérifier l'exactitude.
d'autant plus que hier, Poutine a rajouté un élément à la crise avec l'Ukraine en dénonçant une tentative d'assassinat de Loukachenko, le président de la Biélorussie, et lequel Loukachenko est venu à Moscou voir Poutine. Donc il y a une sorte d'extension de ce conflit à l'ensemble de cette zone, de ce triangle Russie, Biélorussie, Ukraine. Et on n'était pas dans une logique de baisse de tension, et tout d'un coup, Poutine retire ses troupes. Donc, je pense que c'est trop tôt pour donner une explication franche et totale, parce que on n'est pas, je pense que la crise n'est pas terminée. D'autant que Poutine risque de ne pas intervenir directement lui-même, mais par les séparatistes du Donbass, qui sont ces représentants dans l'est de l'Ukraine, et qui lui donnent ce qu'on appelle la plausible deniability, la capacité de nier qu'il y ait pour quoi que ce soit, puisque c'est pas lui, c'est des Ukrainiens qui font le boulot. Sur le deuxième point, je pense que la Russie n'est pas très en avance. Elle n'est pas souvent citée dans les pays de pointe sur les drones. Et je pense que on assiste là à quelque chose d'assez classique. Et on voit bien que la Chine, par exemple, est beaucoup plus en avance que la Russie sur les drones. Elle est une grosse nation exportatrice. On l'a vu, par exemple, dans le conflit libyen. Le conflit libyen a été un banc d'essai intéressant, puisque les drones chinois vendus aux Émirats arabes unis étaient employés par le maréchal Haftar, donc la faction de l'Est de la Libye, alors que les drones turcs étaient employés par le gouvernement de Tripoli, de Sarraj, donc les gens de l'Ouest de la Libye. Donc c'était drone turc contre drone chinois, et les Russes ont subi un gros revers dans cette affaire, puisqu'ils avaient des stations anti-aériennes mobiles qui ont été détruites, donc quand même des choses qui coûtent quelques millions de dollars, qui ont été détruites par des drones turcs, justement par cette histoire dont on parlait tout à l'heure, de leurre qui déclenche le système de radar et qui permet d'en identifier la position. Et les Russes se sont fait doubler par les Chinois d'une manière intéressante. C'est que les Chinois font ce qu'on appelle le leapfrogging, le saut de grenouille. Quand vous êtes en retard sur une technologie, vous n'essayez pas de rattraper votre retard, vous passez directement à la génération suivante ou à la technologie suivante. Et c'est ce qu'ont fait par bien des côtés les Chinois. Ils ont acheté aux Russes ce qu'ils n'étaient pas capables de faire, et ils produisent, eux, les armes des catégories nouvelles. Et là-dessus, les Russes se sont fait, semble-t-il, doubler. Dan, tu veux dire un mot avant qu'on se quitte sur le sujet des drones? Je pense que tout a été dit. J'ai une autre question qui arrive avant qu'on, si vous le permettez. Quel est l'état de l'art pour les drones aériens totalement autonomes? Les USA étaient assez novateurs dans les années 90 pour l'équivalent sous-marin. Qu'en est-il de l'aérien? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Oui, un peu. Tout dépend de ce qu'on appelle arme autonome ou drone autonome. C'est-à-dire que le pas qui n'a pas été franchi et qui est pour l'instant refusé d'une certaine manière collectivement jusqu'au jour où il sera franchi, c'est celui du tir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune arme autonome aujourd'hui, qu'elle soit drone ou autre, qui prend la décision de tirer par elle-même, ou qui prend la décision par exemple, on peut imaginer un cas de figure qui serait intéressant. Vous avez un drone qui passe au-dessus de l'Afghanistan et qui repère un chef taliban et qui l'identifie par la reconnaissance faciale. On pourrait imaginer qu'il décide par lui-même de tirer. Bon, ça aujourd'hui, c'est pas possible. Et c'est refusé pour des raisons éthiques aussi, parce que si tant est que les motivations éthiques existent réellement, je pense qu'elles le sont, même si elles ne sont pas toujours respectées. Mais en tout cas, par exemple, l'idée que
vous identifiez quelqu'un, mais est-ce que le drone est capable de savoir si cette personne est entourée je ne sais pas, il est dans un hôpital par exemple, et donc si vous lui balancez un missile dessus, vous allez détruire cet hôpital. Voilà, ce genre de considération qu'un pilote humain va intégrer dans sa décision. Et je racontais tout à l'heure l'exemple de ce pilote français qui raconte très bien dans ce podcast comment ces décisions sont prises, y compris avec ces paramètres-là, donc dégâts collatéraux, civils autour, etc. Et est-ce que l'intelligence artificielle sera un jour capable d'avoir ce discernement, cette préoccupation éthique, si tant est qu'elle soit vraiment prise en compte, etc. Donc ça, pour l'instant, c'est pas le cas. En revanche, qu'il y ait une autonomie opérationnelle sur un certain niveau, notamment dans le renseignement ou autre, il est certain que l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus grand dans toutes ces nouvelles catégories d'armement. Mais il faut faire très attention avec l'idée de l'autonomie. Je pense que c'est la phase la plus périlleuse de toute cette affaire. Oui, tout à fait. Un petit mot de conclusion de mon côté, en tout cas. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre non pas tant comment fonctionnent les drones et comment tout ça évolue, mais comment les règles du jeu changent, comment tout d'un coup une technologie arrive à maturité et ses usages changent les règles géopolitiques, changent les rapports de force et changent les termes d'engagement dans les conflits. On l'a vu à la fois dans cette guerre avec l'Azerbaïdjan, on l'a vu dans l'exemple que je donnais de Donald Trump qui ne riposte pas à la destruction d'un drone, ou quand l'Iran envoie ses drones sur les installations pétrolières saoudiennes. Bref, il y a tout un tas de cas de figure qui sont aujourd'hui décortiqués par tous les stratèges de toutes les armées du monde entier pour essayer de comprendre quelles sont les nouvelles règles de la guerre et vers quoi, si on se projette dans 5 ans, à quoi ressemblera notre monde et à quoi ressembleront les guerres, puisqu'il semble que nous n'ayons pas fini d'en avoir. Exactement. C'est très intéressant également. Oui, Dan, je t'en prie. Ce sera de voir dans un futur proche les guerres de drone contre drone. Oui. Oui, ça va être un enjeu. Des conflits armés automatisés. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste, avant qu'on se quitte, vous dire qu'il y a 3 jours, un premier vol historique a été réalisé sur Mars, puisque Ingenuity a été lancé par la NASA sur Mars. C'était lundi dernier, sur la planète rouge. Et c'est en fait une petite prouesse parce que par rapport à la gravité la plus faible que la Terre, visiblement, le mini-hélicoptère a réussi à pénétrer cet espace. Donc c'est assez historique. C'est un vol de 39,1 secondes et attaché au rover. Vous souvenez, si vous avez suivi un petit peu cette première mondiale sur Mars, le rover qui est cette espèce de robot roulant là, qui gravite là-haut, a été en fait relié à ce drone, mais qui ressemble quand même pas mal à un mini-hélicoptère. Je vous invite à aller regarder des vidéos s'il y en a certainement sur le net. Ça s'appelle Ingenuity. Voilà, donc on était un peu pile dans l'actu. Et comme je suis un peu timekeeping, on va devoir s'arrêter là. Je voudrais te remercier, Dan. Merci beaucoup d'être venu dans Hors Normes. Tu reviens quand tu veux. Pardon, les conditions étaient un peu spéciales, je crois, pour toi, au niveau audio. Mais on y est arrivé. Et puis évidemment, un grand merci à toi, Pierre, aussi, bien sûr, depuis Paris. Passez une très belle soirée. Merci à tous et toutes qui nous suivaient. Et on se retrouve à très bientôt. Et un merci à Jérémy de Gaming Campus qui m'aide aussi techniquement. À bientôt. Ciao, ciao, merci. Yepa, oui, yepa. Je l'ai fait.